décourager ceux qui sont connectés pour attendre ceux qui sont absents. Ouais, Bon, OK, je pense qu'on peut démarrer et les autres prendront le train en marche. d'accord. Peut-être je peux commencer avec des dispositions techniques. D'accord, c'est parfait. Ouais, d'accord, merci. Merci à tous d'être présents. Bienvenue sur la plateforme pour ce webinaire de lancement national du prix d'excellence du leadership local pour le Burkina. Donc, je me présente, Khadim Rassoul Gueye, je suis chargé de projet à l'OIDP Afrique. Donc, juste avant d'entamer les travaux, nous allons revenir sur quelques dispositions techniques à prendre, notamment pour faciliter l'écoute et également faciliter la compréhension mutuelle. Donc, dans un premier temps, nous vous recommandons de garder les micros fermés au moment des interventions, au moment des communications. Et lorsque les questions-réponses seront ouvertes, vous aurez la latitude d'ouvrir vos micros et d'intervenir, de poser vos questions et également d'apporter vos contributions. De même, si vous sentez que votre connexion n'est pas très stable, nous vous recommandons de garder vos caméras éteintes. Euh, Peut-être en prenant la parole également, s'il y a nécessité, vous pourrez les ouvrir. Et comme dernière information, nous vous disons que cette réunion, nous vous informons que cette réunion sera donc enregistrée conformément à la loi sur la protection des données. Et elle sera également diffusée en live sur YouTube. Merci bien et bon webinaire. Monsieur Kanouté, je vous retourne la parole. Merci Khadim et à mon tour de souhaiter la bienvenue à vous tous connectés virtuellement sur cette plateforme. Au nom de l'Observatoire international de la démocratie participative pour la région Afrique, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et au nom de ENDA ECOPOP également et des partenaires du Conseil des collectivités territoriales de la zone UEMOA, au nom de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, basés à Rabat, également partenaire de cette initiative. Donc, au nom de tous ces partenaires, je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire de lancement du prix d'excellence du leadership local. Et comme Khadim l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous nous retrouvons au Burkina, puisque c'est des lancements nationaux que nous faisons dans chacun des pays. Nous réservons 2 heures d'échange avec les acteurs. Évidemment, pour le Burkina Faso, l'essentiel du public qu'on avait souvent, qui était constitué d'autorités locales, le cas du Burkina, le contexte du Burkina avec les collectivités qui ne sont pas présentes, fait que certainement que nous n'aurons pas un très grand public. Certainement que ceux qui seront connectés sur cette plateforme seront les universitaires, notamment les écoles doctorales, mais également la presse du Burkina Faso, puisque le prix d'excellence s'adresse à ces 3 catégories d'acteurs: les élus locaux, les autorités locales, les universitaires et chercheurs et les presses, les organes de presse. Donc, à vous tous, à mon nom et au nom des partenaires, je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire de lancement du prix d'excellence du leadership local. Peut-être qu'avant d'aller plus loin, nous aurons l'allocution peut-être de notre point focal, David Barrault, qui est point focal de l'Observatoire de la démocratie participative là-bas au Burkina. Et à la suite de David, nous aurons l'allocution également du président de l'Observatoire, qui n'est pas présent sur la plateforme, mais qui l'a fait enregistrer. David, je ne sais pas s'il est connecté, David Barrault. Oui, il est là. Il est là, d'accord. David, bienvenue à toi et surtout merci pour la connexion et merci pour tout le travail que tu fais là-bas de diffusion de l'information et de connexion avec les partenaires sur place au Burkina. J'espère qu'il ne fait pas très chaud là-bas. Hier, on était au Mali et il faisait excessivement chaud et pour le Togo aussi, il faisait chaud. J'espère qu'au Burkina, le climat est un peu plus clément. David m'entend? Non, apparemment, David ne m'entend pas. Son micro est fermé. Peut-être je peux. Vous pouvez activer votre micro, David.
Bon, est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un du Burkina, est-ce que vous m'entendez pour que je m'assure que la chaleur n'a pas fait son effet sur la communication avec le Euh, Burkina Faso? oui, on vous entend très bien Romain, depuis le parfait, début. très bien. Merci, On t'entend bienvenue à vous. parfaitement. C'est parfait, docteur Assoni Soma. Donc, merci. Oui, Bon, bonjour. Merci. certainement que David, quand il pourra intervenir, il va le faire. Donc, nous allons commencer par l'allocution du président de Alors, l'Observatoire. donc, j'ai pu régler mon problème de micro. Ah bon, allez-y alors. Voilà, c'est très bien. C'était, oui. D'accord. Donc, c'est encore dire un grand merci. Grand merci à M. Kanouté et à toute l'équipe de l'OIDP Afrique. Effectivement, j'ai suivi avec intérêt les éléments que vous avez eu à donner en introduction. C'est dire encore merci à l'ensemble des partenaires qui sont en ligne, qui ont pu se mobiliser pour participer à voilà, cette visioconférence sur la thématique en lien avec le leadership. Ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre de Burkinabés qui ont pu être connectés parce qu'on a partagé l'information au niveau des universités, au niveau des journalistes, auprès de quelques ONG. Et comme vous l'avez dit au début, à notre niveau ici au Burkina, au regard du contexte de transition que nous vivons, il n'y a pas d'élus à la tête des collectivités territoriales. C'est vrai, c'est une situation qui est prévue dans les textes, de la décentralisation qui prévoit la mise en place des délégations spéciales en cas sont une possibilité d'assurer la gouvernance à la tête de ces collectivités. Mais en conformité avec les textes pour euh, cette conférence, qu'on est en train de suivre. On n'a pas de lieu qui puisse le faire. Et les universitaires et autres journalistes et ONG qui ont été contactés certainement vont pouvoir prendre part. Et même ces délégations spéciales ont été touchées, mais pour la question de postuler au prix, ça va être difficile parce que les conditions exigeaient que ça soit vraiment des élus. Mais n'empêche qu'ils puissent participer, comme on les a sensibilisés un peu, l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina, l'ARBF, l'Association des régions. Il y a des secrétariats techniques qui existent. L'information a été partagée en espérant qu'ils vont pouvoir participer. L'essentiel, c'est de pouvoir s'enrichir de tout ce qu'il y a comme débat, comme processus qui est en cours dans la sous-région et de tirer profit que dès qu'il y a une situation qui se présente, que aussi les acteurs puissent agir en toute sérénité. Donc, c'est à ce titre que je remercie encore l'OIDP d'en avoir pas exclu le Burkina de tout ce processus et de nous permettre en tout cas d'être connectés, d'être toujours dans le processus pour pouvoir avancer avec les autres partenaires en lien avec ce prix de leadership local qui est en train d'être fait actuellement. Ça nous permet d'être au courant, d'être toujours dans la tendance, au courant de toutes ces évolutions. Et je pense que dès le retour à une situation, je dirais, acceptée par tous, voilà, pour une gouvernance en conformité avec les aspirations des uns et des autres, on puisse aussi venir et participer en ayant toujours en tête ce qui a été fait. En tout cas, salue bien notre participation à cela et notre organisation est toujours là. Nous serons toujours disponibles pour faire la promotion, le partage d'informations et aussi travailler sur les différentes thématiques en lien avec la gouvernance locale dans le domaine au niveau du Burkina, malgré le contexte que nous connaissons et qui nous amène aussi à développer une certaine résilience face à tout cela pour pouvoir toujours être actif et être en tout cas faire entendre notre voix dans ces espaces qui sont des espaces en tout cas à saluer. Grand merci à M. Kanouté et à toute son équipe. Voilà. Et merci à l'ensemble des participants. On reste encore à disposition.
Je vous remercie. Merci David pour ces mots et vous l'avez parfaitement bien dit. Non, on ne peut pas exclure. Déjà, notre philosophie, c'est la démocratie participative. Quels que soient les contextes, nous ferons tout pour inclure tous les pays. Bon, moi, je pense que c'est les péripéties de la vie. Ça arrive de temps en temps. Le plus important, c'est comment assurer une résilience par rapport à tout ça et comment aller de l'avant. Surtout pour le Burkina, où depuis les années 96, je suis ce qui se passe là-bas et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce grand pays-là. Donc, tous mes encouragements et prières hein, pour tout le monde. Nous sortons de deux événements religieux, le carême et le ramadan. Et donc, à la suite de ces deux événements, je voudrais formuler nos prières pour tous les acteurs nationaux au Burkina, pour le pays en entier, pour aller de l'avant. Ma conviction, c'est que ça va continuer à aller de l'avant. C'est un grand pays, le Burkina Faso. Merci à toi, David, aussi pour le travail que tu fais. Et tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, nous aurons sur la plateforme les universitaires et nous aurons également la société civile et nous aurons également les organes de presse pour suivre l'événement. Donc, à la suite de l'allocution de David, les mots de David, je vais passer l'allocution du président. Comme je le dis, il n'est pas physiquement présent compte tenu des ennuis de santé, mais il a fait enregistrer son allocution que nous allons vous passer. Voilà, donc avant quelques éléments, après l'allocution, je reviendrai pour présenter le contexte et quelques éléments de cadrage. Ensuite, la présentation du concept lui-même. Et nous aurons par la suite la séance des questions et réponses avant de terminer par la photo de groupe et la clôture. Alors, le président de l'OIDP, la présidence, c'est une présidence tournante. Et chaque année, un maire d'Afrique assure la présidence. Pour 2024, c'est le maire de Cotonou, Luc Atropo, qui assure présentement la présidence et qui va passer le témoin au mois d'août à un autre maire d'Afrique qui va assurer la présidence pour 2024-2025. Et donc, Jean-Luc Atropo, je dis Jean-Luc, Luc Atropo n'est pas là sur la plateforme, mais il a fait enregistrer son allocution que je vais vous passer. Si le son ne vient pas, faites-moi signe. Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous adresse aujourd'hui ces mots à l'occasion du lancement de l'édition sous-régionale des prix d'excellence du leadership local de l'OIDP Afrique. Cet événement revêt une importance toute particulière car il met en lumière le travail remarquable accompli par les collectivités locales africaines qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de leurs citoyens. En tant que président de l'OIDP Afrique, je suis fier de voir l'engagement, la créativité et l'innovation dont font preuve nos membres dans la mise en œuvre de politiques publiques participatives et inclusives. Ces prix d'excellence viennent récompenser ces initiatives et valoriser le savoir-faire des collectivités locales en matière de gouvernance démocratique. Je suis convaincu que cette compétition sera l'occasion de partager les bonnes pratiques, d'inspirer de nouvelles idées et de renforcer la coopération entre les différentes parties prenantes du développement local en Afrique. J'encourage toutes les collectivités locales de la région à partager et à faire entendre leur voix, car c'est ensemble que nous pourrons construire un avenir meilleur et plus juste pour tous. Je vous souhaite à tous une excellente édition des prix d'excellence du leadership local et je me réjouis de découvrir les projets innovants qui contribueront à la construction d'une Afrique plus démocratique, inclusive et durable. C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancé l'édition 2024 du prix d'excellence du leadership local de l'OIDP en Afrique. Je vous remercie.
Voilà, merci Michel Maire pour cette allocution. Pour cette allocution au nom de la présidence de l'OEDP, Jean-Luc Otropole, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le maire de Cotonou et il assure aussi la présidence de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, dont il assure la présidence au même titre que l'Observatoire. Alors, quelques éléments de contexte et de cadrage. D'abord, pour situer cet événement, il faut partir de l'année 2013, année au cours de laquelle l'Union africaine a adopté son agenda pour les 50 années à venir. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelle Agenda 2063, puisque ça a été adopté en 2013 et c'est valable jusqu'en 2063. Et cet agenda important pour l'Afrique, portant le nom de l'Afrique que nous voulons, met en perspective différents éléments, surtout comment faire en sorte que tous les Africains puissent participer à la construction de notre continent. À la suite de l'agenda 2063, en 2014, les acteurs de la décentralisation, notamment les ministères en charge de la décentralisation et tous les acteurs travaillant sur ces questions sont retrouvés dans un long processus pour élaborer la charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation. C'est vrai que la construction a commencé en 2013 avec plusieurs temps forts de rencontres, plusieurs temps forts de réunions. Le groupe d'experts de l'Union africaine, les directeurs en charge de la décentralisation et des collectivités, les ministères en charge de la décentralisation, les ambassadeurs accrédités de différents pays à l'Union africaine. Donc, différents temps forts de rencontres se sont tenus et qui ont abouti à l'adoption au mois de juin 2014, au cours du 23e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Malabo, de cet important document. Donc, les chefs d'État réunis en sommet ont adopté cette charte-là, important pour tous les acteurs de la décentralisation et du développement local. Et dans ce document, deux éléments retiendront notre attention. Le premier élément, c'est les chefs d'État ont demandé que la journée africaine de la décentralisation soit célébrée chaque année. Ils ont dit le 10 août de chaque année qu'il faut célébrer la journée africaine de la décentralisation pour faire un temps d'arrêt pour analyser qu'est-ce qui s'est fait au cours de l'année écoulée, où sont les avancées, où sont les défis, où sont les contraintes, et surtout qu'est-ce qu'il faut proposer à nouveau pour que les États et les ministères en charge de la décentralisation puissent améliorer leur cas. Deuxième élément qu'ils ont proposé, les chefs d'État ont dit, malgré le contexte et malgré les difficultés que l'Afrique rencontre, que les pays rencontrent, c'est important de primer l'excellence, la créativité et l'innovation en matière de décentralisation, gouvernance et développement local. Alors ça, c'est deux éléments importants qui ont été retenus dans ce document-là, ce document fédérateur pour les acteurs de la décentralisation, et sur lesquels nous nous sommes appuyés pour faire ce que nous allons lancer aujourd'hui à l'échelle sous-régionale. Donc, surtout le deuxième élément, célébrer l'excellence. Donc, voilà, nous avons depuis 2018 au Sénégal lancé cette initiative du prix d'excellence. La première édition, c'était en 2018. Ensuite, une deuxième édition en 2019. Chaque fois que ces éditions se tiennent, c'est toujours présidé par les ministres en charge de la décentralisation des collectivités. 2020, nous n'avons pas tenu une édition en présentiel, compte tenu des barrières qu'il y avait, des restrictions qu'il y avait. Ça a coïncidé, si vous vous souvenez bien, avec le Covid. Et donc, nous avons tenu une édition numérique du prix d'excellence du leadership local, retransmis dans les réseaux sociaux et sur la télé. 2021, c'est tenu la 4e édition et enfin, en 2022, nous avons tenu la 5e édition au Sénégal. Alors, c'est vrai que nous avons par la suite fait une évaluation de tout ce processus et tiré les enseignements que nous avons partagés au cours du sommet Africité qui s'était tenu en 2022 au Kenya. Sommet au cours duquel nous avons tenu une importante réunion avec l'Union africaine, les représentations sous-régionales, notamment la CEDEAO, etc., qui sont dans les 5 sous-régions. Nous avons tenu une importante réunion avec plusieurs acteurs
de la décentralisation, notamment des maires, des ministres en charge de la décentralisation, des acteurs de la société civile. Nous avons tenu donc cette session à Nairobi qui a débouché sur une recommandation essentielle qu'il fallait partager ou mettre à l'échelle cette initiative du prix d'excellence à l'échelle continentale. C'était une initiative partie du Sénégal que nous, on avait tenté à 5 éditions. Et bon, les acteurs ont conseillé et recommandé fortement qu'on puisse faire une édition continentale du prix d'excellence du leadership local. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas dit tout de suite on va aller sur l'ensemble du continent, compte tenu du fait que ça fait quand même 54 pays. Nous avions retenu de faire une approche prudente en partant de la première sous-région où nous étions, donc l'Afrique de l'Ouest, et surtout en nous focalisant dans un premier temps sur les 8 pays de l'UEMOA, le Bénin, le Burkina Faso, où nous retrouvons aujourd'hui la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui constituent les 8 pays de la zone UEMOA. Et l'ambition et l'intention dans ces 8 pays, c'est de primer l'excellence et l'innovation dans la gouvernance territoriale. Alors, sur le concept lui-même, notre intention en lançant le prix dans la sous-région est d'une part de favoriser la performance et l'émulation sein des collectivités territoriales pour une meilleure gouvernance locale. Deuxième ambition, offrir un modèle de leaders locaux distingués dans la gouvernance territoriale, le management des collectivités territoriales. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que très souvent, malheureusement, en Afrique, on fait l'éducation par, comment je vais l'appeler? Bon, quand je suis avec des enseignants, c'est un peu compliqué. Mais l'éducation par la sanction. Très souvent, on intervient et on ne parle que quand les choses ne marchent pas. C'est votre enfant, il a une bonne note, on ne dit rien, mais dès qu'il a une mauvaise note, bon, on sur les cheveux, des fois, on peut même le réprimander. Pareil pour votre élu local, le maire, il fait des bonnes choses, personne ne dit rien, mais quand les choses ne marchent pas, tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis. Pareil pour les universitaires, pareil pour la presse, etc., etc. Donc, nous avons dit, bon, il faut rompre avec cette approche-là et pour une fois tenter de donner un modèle ceux qui auront réussi. C'est important dans le contexte de la gouvernance puisqu'on est conscient que c'est énormément difficile. On est conscient que ce n'est pas du tout facile, surtout avec la décentralisation financière qui ne se fait pas, surtout avec l'éveil de la citoyenneté et la diversité des acteurs qui rend compliqué le management des collectivités territoriales. Donc, nous avons dit dans ce contexte, malgré toutes ces difficultés, là où les autorités locales, là où les chercheurs et là où les journalistes font un bon travail, en tant que leader, c'est important de les magnifier, c'est important de les offrir en exemple pour que d'autres puissent s'en inspirer et que ça encourage d'autres à aller de l'avant. Alors, favoriser également l'apprentissage par pair, je pense que David le disait tantôt, qu'on puisse apprendre les uns des autres. Les élus locaux qui sont dans la gestion au quotidien, qui sont confrontés à des difficultés, qu'ils puissent apprendre de ce qui se fait au Burkina Faso, qu'ils puissent apprendre de ce qui se fait au Mali, au Sénégal, etc. Puisque étant dans la sous-région, nous avons souvent les mêmes contraintes, les mêmes difficultés et nous sommes toujours à la recherche des solutions qui très souvent peuvent inspirer les uns et les autres pour tenter quelque chose. Donc l'apprentissage par pair entre élus locaux, entre journalistes communicants, mais également entre chercheurs universitaires. Autre élément de motivation, c'est d'améliorer le cadre de la décentralisation et de la gouvernance territoriale en Afrique. Je le disais tantôt que notre contexte de la décentralisation n'est pas facile, il est difficile. Quand on regarde ce qui se fait très souvent, on analyse le contexte, le cadre normatif, et on se rend compte de la lourdeur de tout ce qui est en train de se faire. Et donc, nous avions pris l'habitude, chaque fois que nous faisions une édition du prix d'excellence, de rédiger un mémorandum qui est transmis aux autorités étatiques, notamment le président de la République et le ministre en charge de la décentralisation, document vraiment élaboré de manière citoyenne et de manière critique par des experts qui analysent et qui font des constats et à partir des constats, ils font les recommandations. Je me souviens, la dernière édition qu'on avait faite au Sénégal, il y avait 17 recommandations.
que nous avions envoyé aux autorités étatiques, notamment le président de la République et le ministre. Et bon, là, c'est une lettre de félicitations du président de la République, bon, qui, après avoir lu les 17 recommandations formulées, a félicité en disant que maintenant, il faut ouvrir les chantiers pour aller de l'avant. C'est à peu près ce qu'on va faire dans la zone aussi. À la suite du prix d'excellence, nous avons élaboré un mémorandum pour la sous-région que nous allons envoyer à l'ensemble des autorités étatiques, les présidents de la République, mais également les ministres en charge et bon, les instances sous-régionales pour attirer leur attention sur le cadre de la décentralisation et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant et pour l'améliorer. Autre élément de motivation, c'est améliorer la qualité des productions médiatiques et donner une visibilité aux innovations dans la gouvernance territoriale. Là, c'est aussi surtout pour accompagner les journalistes et les communicants à mieux s'intéresser au territoire et à la gouvernance. Très souvent, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations qui se font au ras du sol, qui se font dans les territoires, dans les villes, dans les quartiers. Et donc, c'est important que les journalistes s'y intéressent pour mettre en lumière les choses qui marchent ou les choses qui ne marchent pas. Et enfin, pour le monde de la recherche, valoriser la recherche au service de l'innovation et du développement pour le rapprochement du monde scientifique aux réalités et aux besoins des communautés de base. Je pense que ça, je l'écris, je le partage, mais je sais que plusieurs universités sont aujourd'hui dans cette dynamique-là, en disant université dans sa communauté, etc. Bon, les slogans varient de pays à pays. Mais l'enjeu étant de dire que de plus en plus, les universités sont ancrées dans leur territoire, elles sont ancrées dans leur environnement, elles sont ancrées dans leur communauté et ils offrent un service qui permet de trouver des solutions aux défis et aux contraintes qui s'opposent à cette communauté, à ces populations-là. Alors, la distinction cible 3 catégories d'acteurs. Je le disais tantôt, les collectivités territoriales. Et autour des collectivités territoriales, nous avons identifié 6 thèmes autour desquels nous pouvons les primer. Un premier thème sur la participation et l'engagement citoyen, un deuxième thème sur la transparence et la reddition des comptes. Je reviendrai là-dessus. Un troisième thème sur l'efficacité et l'efficience budgétaire. Un quatrième thème sur l'inclusion, l'égalité et l'équité. Le 6e thème sur la solidarité et l'assistance aux communautés vulnérables. Et enfin, le 6e thème sur la territorialisation des politiques publiques et des agendas internationaux. Je reviendrai sur l'explicitation de ces différents thèmes-là pour que vous puissiez voir. Pour les journalistes et les communicants, nous ciblons 2 catégories. La catégorie des documentaires, notamment les reportages qu'ils font, soit des reportages radio, soit des reportages télé, mais également les articles de presse qui paraissent dans la presse au quotidien ou de manière hebdomadaire. Et enfin, pour les universitaires et chercheurs, nous ciblons 2 catégories. Pour les doctorants qui ont des projets de recherche qu'ils vont soumettre pour écrire des doctorats, pour faire des recherches doctorales là-dessus, mais également les chercheurs confirmés, notamment qui écrivent des articles scientifiques qui seront publiés dans des revues spécialisées. Donc, voilà les 3 catégories d'acteurs qui sont ciblés. Et pour le cas du Burkina Faso, bon, malheureusement, la première catégorie pour les collectivités, nous ne les aurons pas, mais nous comptons beaucoup sur les journalistes communicants et sur les universitaires et chercheurs. Description des catégories, notamment pour les collectivités territoriales. Quand je dis participation et engagement citoyen, nous cherchons des bonnes pratiques et des innovations menées par des collectivités, par des autorités locales ou publiées par les journalistes pour promouvoir la participation des citoyens et autres légitimités sociales. Quand je dis légitimité sociale, pour le cas du Burkina, je peux prendre l'exemple, je pense que ça existe toujours, du Moro Naba. Je peux prendre l'exemple d'autres formes de légitimité qu'il y a sur le territoire, auprès de qui tout le monde se reconnaît, et qui très souvent, quand on parle de développement, ne sont pas consultés. Je peux parler des groupements de femmes. Je me souviens, dans les années 98, au moment où, comment il s'appelait, l'ancien maire de Ouagadougou, Simon Kampaoré était maire, il y avait beaucoup de groupements de femmes, des coopératives de femmes qui travaillaient
sur l'assainissement du Burkina Faso, de Ouagadougou, et qui faisait un excellent travail. Je les considère comme faisant partie de légitimité sociale qu'il y avait sur le territoire. Je sais également qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont constitués en association, etc., et qui font là aussi. Donc, quand je dis légitimité sociale, c'est toutes les formes, toutes les catégories d'acteurs qui ne sont pas revêtus de la légalité, notamment élus, mais qui sont sur le territoire et qui ont su bâtir une légitimité à partir du travail qu'ils font sur le territoire. Donc, pour nous, quand on dit participation, c'est l'ensemble de ces acteurs, l'ensemble des citoyens, ils doivent participer au processus décisionnel relatif à la définition de leur agenda de développement. Et quand on dit processus décisionnel, c'est depuis le diagnostic de la situation qui se pose dans leur territoire, l'identification des besoins, la priorisation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation participative des initiatives de développement qui sont menées. Donc, si nous voyons des bonnes pratiques ou des innovations menées par les autorités locales ou alors documentées par la presse ou de recherche portant sur ça, nous pouvons les considérer comme étant des bonnes pratiques et des innovations pour lesquelles on peut les sélectionner pour les primer. Deuxième catégorie, c'est sur la transparence et la redevabilité. Dans cette catégorie, nous cherchons les bonnes pratiques et les innovations menées par les autorités locales ou publiées par les journalistes pour assurer une meilleure circulation de l'information budgétaire et l'obligation de rendre compte sur l'utilisation des ressources publiques. Cela me semble essentiel puisque très souvent, si nous voyons la gouvernance aujourd'hui, elle est marquée par la méfiance, voire même la défiance entre les citoyens et les institutions. D'une part, parce que essentiellement, les ressources publiques qui sont gérées par les institutions étatiques, que ce soit au niveau national ou au niveau local, personne ne prend le soin de rendre compte aux citoyens. Au nom de qui les actions de développement sont menées, au nom de qui l'argent public est dépensé. Donc, nous cherchons des bonnes pratiques et des innovations pour que la circulation relative à l'information budgétaire et l'obligation de rendre compte soit. Alors, quand nous disons circulation de l'information, nous cherchons surtout à avoir les pratiques pour assurer l'accessibilité de l'information budgétaire aux citoyens. Quand je dis l'accessibilité de l'information budgétaire, c'est aussi bien l'accessibilité physique. Il faut que quand le budget est voté, que ce budget soit physiquement accessible. Bon, je sais que dans plusieurs pays, les autorités locales, une fois que le budget est voté, ils l'affichent dans la cour de la mairie sur un tableau. C'est une manière de rendre accessible le document. Qu'il y ait aussi l'accessibilité matérielle, mais surtout, et ça nous tenons vraiment là-dessus, qu'il y ait une accessibilité intellectuelle. Notamment, il faut que ce document qui est publié pour les citoyens qu'il soit compréhensible. De plus en plus, vous entendez les termes de budget citoyen. Ce n'est rien d'autre que des budgets qui sont compréhensibles par les citoyens, puisque nous savons que la nomenclature budgétaire est tellement sophistiquée, tellement compliquée que les citoyens, surtout dans un contexte où nous sommes à 85% analphabètes, qu'ils ne comprennent pas ce qui est retraduit dans la langue de l'autre. Donc voilà, si nous voyons des bonnes pratiques pour assurer cette accessibilité de l'information budgétaire, nous pouvons les sélectionner et les primer. Mais nous cherchons également des bonnes pratiques et des mécanismes innovants pour assurer la redevabilité et l'obligation de rendre compte de la manière et que ce compte rendu se fasse de manière régulière et appropriée de l'utilisation des ressources publiques mises à disposition des autorités étatiques. Et quand je dis autorité étatique, c'est l'État local, hein, dans les collectivités territoriales. Troisième catégorie, c'est l'efficacité et l'efficience budgétaire. Et dans cette catégorie, nous cherchons les bonnes pratiques et les innovations menées par les autorités locales et publiées par les journalistes ou alors recherches menées par les universitaires permettant de réorienter et d'affecter plus de ressources budgétaires vers les besoins essentiels définis par les communautés. Si on regarde aujourd'hui le budget des collectivités, à 80 ou 85%, c'est un budget de fonctionnement. Et il n'y a que 20 à 15% qui sont consacrés à l'investissement, alors qu'on sait que c'est le budget d'investissement qui prend en charge la demande sociale. La demande d'accès aux services sociaux, c'est le budget d'investissement qui peut le prendre en charge. Mais si on voit que ce budget n'est que de 15%, c'est extrêmement limite pour assurer une bonne prise en charge et une amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc, si nous voyons des autorités locales qui mènent des initiatives pour réorienter cela, je sais qu'au Burkina, à une certaine période,
il y avait des lettres circulaires qui étaient faites chaque année par l'autorité, le ministère, disant qu'il faut consacrer 40% du budget de la collectivité à l'investissement, etc. Bon, mais on donne juste un seuil. Ça ne voudrait pas dire qu'il faut s'arrêter à 40%. On peut aller au-delà, on peut aller à 50%, on peut aller à 60%. Et dans plusieurs pays d'Afrique, nous voyons que les autorités parviennent aujourd'hui à inverser cette tendance-là pour que le budget d'investissement soit beaucoup plus important que le budget de fonctionnement. Donc, si nous voyons des bonnes pratiques, nous les sélectionnons et nous pouvons les primer. Nous cherchons également les bonnes pratiques qui permettent d'avancer dans les approches de budget-programme et surtout de gestion axée sur les résultats. Bon, ça, c'est un peu les directives de l'UEMOA qui nous orientent là-dessus en disant que, bon, il faut de plus en plus qu'on ait une approche de gestion basée sur des résultats qui peuvent être évalués régulièrement pour nous assurer que les choses sont en train d'avancer. Mais nous cherchons également des initiatives et des bonnes pratiques pour améliorer le niveau de recouvrement des ressources locales et des recettes fiscales dans les territoires. Cela est important puisque aujourd'hui, quand on dit décentralisation financière, nous sommes plus orientés vers qu'est-ce que l'État transfère aux collectivités territoriales. Et quand on regarde ce niveau de transfert, il est encore faible. Il se situe aux alentours, en moyenne en Afrique, on est aux alentours de 3 à 5%. C'est vrai que dans certains pays, on monte un peu plus. Donc, c'est extrêmement faible. Mais à côté de cette faiblesse du transfert, nous avons également une faiblesse des recettes locales qui sont mobilisées dans les quartiers, qui sont mobilisées dans les villes. Hein? Les ressources domestiques qui sont dans les territoires, des fois ne sont même pas connues, à plus forte raison être mobilisées. Donc, si nous voyons des bonnes pratiques ou des innovations mises en œuvre par les autorités locales pour mobiliser ces recettes-là, ou si nous voyons des documentaires faits par la presse sur les approches-là, ou si nous voyons des recherches faites par des universitaires pour aller dans le sens de recommandations ou proposer des solutions sur ça, nous pouvons les identifier, les sélectionner et les primer. Quatrième catégorie, c'est celle de l'inclusion, l'égalité, de l'équité. Et dans cette catégorie, nous cherchons des bonnes pratiques ou des innovations pour renforcer l'inclusion, l'égalité, de l'équité. Inclusion parce que nous voulons avoir dans nos villes africaines, nous voulons avoir des processus inclusifs, que tout le monde soit impliqué, que tout le monde ait une égale chance d'exprimer son point de vue, mais surtout qu'on puisse aller vers l'équité qui est la justice sociale. Très souvent, les groupes vulnérables, bon, même s'ils sont là, ben, ils ne bénéficient d'aucun appui pour pouvoir le faire. Donc, nous cherchons des bonnes pratiques pour renforcer l'inclusion et l'égalité de l'équité entre citoyens dans l'expression et la prise en compte de leurs besoins, surtout les groupes marginalisés. Aujourd'hui, la problématique des enfants se pose avec acuité en Afrique. Et dans plusieurs pays, nous voyons que ça devient une bombe. Au lieu d'être un atout, ça devient une bombe. Ici, au Sénégal, on a le cas de tous ces jeunes qui se jettent à la mer ou dans le désert à la recherche d'un Eldorado hypothétique. La problématique des femmes qui très souvent font plus de la moitié, mais qui sont très souvent exclues. Hein, les ressources publiques ne sont pas orientées prioritairement vers elles. Les personnes handicapées, qui dans certains pays constituent également un taux élevé, mais qui n'ont pas accès aux services publics. Vous allez dans certains quartiers, vous allez dans certaines villes, même les écoles ne sont pas accessibles aux handicapés. Ils ont une mobilité réduite et très souvent, bon, on ne fait aucun effort pour que ce service public-là soit accessible aux handicapés. Vous allez dans les maternités, très souvent les femmes handicapées ont du mal à accéder aux salles d'accouchement. Et même si elles arrivent dans la salle d'accouchement, elles ont du mal à accéder à la table d'accouchement. Donc voilà, donc quelles sont les bonnes pratiques que les autorités locales mettent en place pour lutter contre ces formes d'exclusion-là, notamment pour ces groupes marginalisés. Cherchons également les bonnes pratiques pour l'équité territoriale. Et ça, c'est aussi important puisque très souvent, dans une ville, vous voyez, les quartiers périphériques sont pratiquement exclus. Il y a un ensemble de besoins qui sont là, qui sont exprimés, mais qui très souvent ne sont pas pris en compte. Donc, comment faire pour assurer une meilleure prise en charge
des besoins des communautés, des territoires fragiles ou alors défavorisés. Cinquième catégorie, c'est celle de la solidarité et de l'assistance aux communautés vulnérables. Là, nous cherchons des bonnes pratiques et des approches et mécanismes mis en place par les autorités ou documentés par la presse pour assurer l'assistance et la protection sociale et surtout la prise en charge des groupes, des communautés et des territoires fragiles, vulnérables, marginalisés ou laissés pour compte. L'enjeu aujourd'hui, c'est de dire, quel que soit le niveau d'implication que nous faisons, il y a certains groupes qui ont tellement été marginalisés que si nous ne mettons pas en place une approche d'assistance ou de protection sociale, ils sont laissés en rade. Bon, là, pour étayer, c'est juste au moment du Covid. Au moment du Covid, nous avons vu que les autorités locales ont été les premiers à être au secours des communautés vulnérables. En tout cas, la recherche qu'on a faite dans plusieurs pays a montré que c'est les autorités locales qui ont été au premier front pour apporter de l'assistance aux communautés vulnérables, pour apporter de l'assistance à des groupes qui ont été confrontés au Covid. La sixième catégorie, c'est celle de la territorialisation des politiques publiques et des agendas internationaux. Et là, nous cherchons les bonnes pratiques et les innovations menées par les autorités locales ou publiées par la presse ou les chercheurs pour assurer une meilleure articulation des différentes échelles territoriales. Là, ce que nous cherchons, c'est aussi comment mettre la cohérence dans les approches d'aménagement du territoire, dans les approches de planification des politiques publiques, mais également dans les approches de mise en place des initiatives en lien avec les quartiers, la ville, le département, la région, le pôle ou le pays en entier. Donc, comment assurer une articulation entre ces différentes échelles territoriales? Comment mettre la cohérence entre les initiatives locales et les politiques publiques? Dans plusieurs secteurs, nous voyons que quand on dit décentralisation, c'est une partie de la compétence qui est décentralisée aux collectivités territoriales, mais le reste de la politique est encore défini par l'État. Le cas de l'éducation, dans plusieurs pays, la loi décentralise la construction des équipements scolaires, notamment les salles de classe, les écoles, mais le recrutement de l'enseignant pour aller travailler dans ces salles de classe, c'est encore détenu par l'État. Donc, comment est-ce que les collectivités parviennent à mettre en cohérence les initiatives qu'elles-mêmes prennent pour soulager les difficultés des populations et la mettre en cohérence avec les politiques publiques? C'est le cas de la santé également, où nous avons la pyramide sanitaire depuis les hôpitaux de référence jusqu'au centre de santé de base. Dans le domaine de l'environnement également, vous savez que l'environnement ne connaît pas de frontières. Il y a certaines thématiques qui enjambent les frontières. Il y a aussi certaines thématiques, notamment la thématique de l'environnement, où quand on parle des questions d'inondation, il est clair que les inondations ne peuvent pas être gérées à l'échelle d'une maison ou à l'échelle d'un quartier. Des fois, ça traverse un bassin versant qui, des fois, enjambe 2 ou 3 communes. Des fois, ça prend toute une région avec un bassin versant qui traverse. Donc, comment est-ce que les initiatives menées par les autorités locales sont mises en cohérence avec les politiques publiques en matière de préservation de l'environnement? La question de l'emploi également. Quand on parle d'emploi aujourd'hui, les territoires peuvent jouer un rôle dedans. Quand on regarde les bassins d'emploi, ces bassins d'emploi peuvent être articulés avec les potentialités qui sont dans des régions et pour que toute la chaîne de valeur en lien avec ces potentialités-là puisse être exploitée pour répondre à l'emploi. Donc, quand on regarde cela, ça voudrait dire qu'on ne peut pas traiter ces questions à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une commune. Peut-être qu'il faut aller à une échelle beaucoup plus importante. Nous cherchons également de bonnes pratiques pour la territorialisation des politiques publiques. Et quand on dit les politiques publiques, c'est notamment les grands programmes que nos États mettent en œuvre, les gouvernements mettent en œuvre. Ils définissent souvent des grands programmes. Ici au Sénégal, vous avez certainement suivi, on a beaucoup parlé du plan Sénégal émergent, PSE. Et nous avons vu que dans plusieurs communes, ils ont pris des programmes émergents à l'échelle de leur commune. On va parler de FAS émergent, on va parler de Sandiara émergent, on va parler de Thiès émergent, etc. Une politique publique, ça peut se faire également dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'habitat.
Hein, dans le domaine de l'habitat, l'État peut avoir une grande ambition pour résorber les bidonvilles. Et bon, cette politique au niveau national doit être territorialisée au niveau des collectivités territoriales. Mais également les directives communautaires. Bon, l'UEMOA a pris plusieurs directives à l'échelle communautaire. Ces directives doivent être internalisées au niveau des pays, des gouvernements, mais ils doivent être territorialisées au niveau des collectivités territoriales. Je prends deux exemples. Il y a la directive sur la lutte contre le blanchissement des capitaux, il y a la directive sur les lois de finances qui sont en train d'être internalisées au niveau national, mais appliquées au niveau local. C'est également les agendas internationaux, notamment les objectifs de développement durable qui ont été adoptés en 2015 et pour lesquels ce sont les États qui se sont engagés, mais là où ça va être mis en œuvre, c'est au niveau des territoires. Donc, bon, vous avez certainement dû suivre, on parle très souvent de localisation des ODD. Donc, comment les collectivités territoriales mettent en œuvre des initiatives pour la localisation de ces ODD, l'agenda climat, l'agenda 2063 de l'Union africaine, etc., etc. Voilà les 6 catégories consacrées aux autorités locales. Bon, évidemment, j'ai dit c'est consacré aux autorités locales, mais je sais que les journalistes et les communicants peuvent faire des documentaires là-dessus, mais je sais également que les chercheurs peuvent faire beaucoup de recherches, soit sous forme de doctorat, avec des projets de recherche, soit sous forme de papiers scientifiques hein, qui sont également publiés dans des revues. Alors, pour les journalistes et communicants, nous cherchons des articles de presse visant à informer les lecteurs sur les événements, des faits et des opinions actuelles sur la décentralisation, la gouvernance et le développement local, hein, la vie des collectivités territoriales. Ces articles de presse doivent avoir un but de susciter le débat ou d'influencer l'opinion publique sur les faits dans les collectivités territoriales. Donc, voilà quand on dit articles de presse. Et quand on dit documentaire audiovisuel, ils sont conçus pour présenter de manière approfondie un sujet dans la décentralisation, la gouvernance et le développement local ou dans la vie des collectivités territoriales en utilisant les images, en utilisant les vidéos et des interviews pour raconter une histoire ou pour explorer un sujet spécifique. Là, vraiment, ce qui est interpellé, c'est comment construire notre narratif. Malheureusement, l'Afrique, ne s'est pas beaucoup investi dans la construction de notre narratif. Malheureusement, les journalistes et les historiens du présent n'ont pas aussi fait beaucoup de travail dans ce domaine. Donc voilà, nous cherchons à avoir des bonnes pratiques et des innovations portées soit dans des articles de presse ou dans des documentaires audiovisuels pour aller dans ce sens-là. Pour les universitaires et les chercheurs, les projets de recherche doctorale devront contribuer de manière significative à l'avancée des connaissances dans le domaine de la décentralisation, gouvernance et développement local, la vie des collectivités territoriales. Vraiment, nous savons qu'il y a beaucoup de recherches qui se font sur les territoires dans ces thématiques-là. Bon, maintenant, ce que nous voulons, c'est vraiment les mettre en lumière, mettre la lumière là-dessus et surtout les rendre visibles pour que les gens se rendent compte qu'au moment où nous autres, acteurs intervenant dans la décentralisation, nous avons des contraintes. Il y a ceux qui ont le bénéfice du recul pour faire une recherche approfondie pendant 1 an, ou pendant 2 ans, ou pendant 3 ans, sur des thèmes de doctorat et qui peuvent apporter des solutions qui devront être mises en œuvre ou appropriées par les autorités. Donc, les appréciations porteront sur leur caractère original et novateur. Alors, quand nous avons des projets de recherche, vraiment ce que nous cherchons, bon, ça je le dis, je sais que les universités le savent mieux que moi. Très souvent, quand ils présentent leur projet de recherche, les premières questions, c'est où est le caractère original de ce que vous êtes en train de faire? Où est le caractère novateur de ce que vous êtes en train de faire? Pour les articles scientifiques, c'est des chercheurs sont des documents plus ciblés et concis qui présentent des résultats d'une recherche spécifique. Nous le voulons dans le domaine de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local ou la vie des collectivités locales et sont destinés à une publication dans des revues scientifiques. Donc voilà pour les chercheurs, aussi bien en doctorat que les chercheurs avancés.
Et ce que nous attendons qu'ils nous produisent, soit une recherche doctorale ou alors une recherche un peu plus avancée, plus focalisée sur une thématique et qui est qui est destinée à une publication dans les revues scientifiques. Bon, je vais peut-être partager avec vous les quelques temps forts que nous avons eus à Dakar dans les différentes éditions du prix d'excellence. C'est un film d'une dizaine de minutes que je vais partager avec vous. Donc, si le son ne passe pas, faites-moi signe. Le prix d'excellence du leadership local est un espace d'apprentissage sur les processus de gouvernance, de participation et d'engagement citoyen. Cette initiative est une résultante du projet Budget participatif Sénégal, soutenu par le Programme national de développement local, OSIWA et ONU-FEM. L'organisation ENDA ECOPOP l'a conceptualisée conformément aux recommandations de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. La distinction qui se veut une approche volontaire à l'intention des collectivités territoriales, des journalistes communicants et des chercheurs se situe dans un contexte sénégalais particulier de la décentralisation en mouvement. Il ne peut y avoir de développement soit que s'il est territorialisé, c'est-à-dire que les communautés soient au centre de la problématique, afin de tenir compte de leurs aspirations légitimes. Pour une initiative novatrice et porteuse d'enjeux, le processus doit être bien encadré. C'est ainsi qu'un comité de pilotage a été mis en place par arrêté ministériel, ainsi qu'un comité scientifique constitué de distinguées personnalités issues de plusieurs catégories socioprofessionnelles, avec une mission précise. Pour une deuxième année de conduction du prix d'excellence du leadership local, c'est une très bonne progression que nous faisons. L'équipe travaille très dur et nous sommes sûrs que nous arriverons à de très bons résultats. Plusieurs rencontres de cadrage, d'ateliers d'information et de sensibilisation et forats ont ponctué le processus piloté par le comité scientifique. Une communication institutionnelle a été actionnée en plein régime. Pour les 2 éditions, 207 collectivités territoriales, 13 journalistes et 15 doctorants y ont participé. La diversité et l'expressivité des cas pratiques issus des territoires constituent des leviers sûrs pour constituer un véritable espace d'apprentissage mutuel sur les processus de gouvernance, de participation et d'engagement citoyen. Lors des différentes éditions, un travail méticuleux d'analyse et d'examen des offres a été noté. Cap sur la conférence d'apprentissage de 2 jours devant un public attentionné et des nominés présents. Le cadrage de l'événement par le président du comité de pilotage s'appuie sur un processus continu, mettant en valeur les bonnes pratiques et les innovations dans le domaine de la gouvernance territoriale. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été primés au terme de joutes oratoires captivants. Il s'agit de la catégorie participation et engagement citoyen, la catégorie transparence et réédition des comptes, la catégorie inclusion, égalité, équité, la catégorie solidarité et assistance aux communautés vulnérables, la catégorie territorialisation des politiques publiques et agenda internationaux de développement, la catégorie efficience budgétaire. En termes de résultats, cette expérience nous a permis, en 2016, de recouvrer 81,51% de l'impôt sur le minimum fiscal, qui est la principale recette des nouvelles communes. Les catégories médias et doctorants ont bouclé la boucle. Espoir est un film documentaire qui se penche sur la question des mutilations génitales féminines, qui consiste à altérer ou léser une partie ou la totalité des organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales.
Justement, cette méthodologie de la systémique territoriale va nous permettre de voir le territoire de la Grande Côte comme un construit socio-spatial, relations société-espace, pour un peu voir les logiques des acteurs et leurs intérêts différents. Ça a été 48 heures intenses. Intenses en termes d'enseignement, intenses en termes d'apprentissage, mais surtout intenses en termes de... Il y a beaucoup d'innovations qui se font au ras du sol, il y a beaucoup d'innovations qui se font dans les collectivités territoriales, mais qui ne sont pas connues. Pour départager les candidats, la notation des membres du comité scientifique équivalent à 35% a été complétée par l'évaluation citoyenne et le vote populaire par SMS qui a un pourcentage de 10%. Suite à la retransmission en direct sur les réseaux sociaux. Cette double notation a été croisée par les fiches de candidature, 40%, et les mesures de performance institutionnelle des collectivités territoriales, 20%. Au finish, les heureux élus se sont fait dévoiler le jour de la cérémonie de distinction des meilleures pratiques et initiatives dénommée Prix d'excellence du leadership local. Au terme de chaque édition, devant un nombre public assidu et collé à l'événement, les lignes ont positivement bougé au Grand Théâtre. Avec tout le cérémonial requis, le président du comité scientifique dévoile les primés des différentes catégories. Le premier prix de la catégorie participation et engagement citoyen va au conseil départemental de Kaolack. Au terme de cet enrichissant exercice, les partenaires techniques et financiers présents n'ont pas pu dissimuler leur satisfaction. Je voulais juste vous dire au nom de l'ambassade du Luxembourg, félicitations, continuez vos engagements au profit de toutes les Sénégalaises et les Sénégalais. Merci. Pour vous dire que si l'avancée de la décentralisation au Sénégal est équivalente à la ferveur de cet événement, je pense que la décentralisation est l'acte 3 et le développement des collectivités territoriales ont vraiment de beaux jours devant eux. C'est un honneur d'être ici, de décerner ces prix au nom de l'ambassadeur du gouvernement des États-Unis d'Amérique, puisque nous sommes ici pour soutenir le Sénégalais et la Sénégalaise dans leur vision de leur propre développement économique. Et nous pensons que ça passe en grande partie par des communautés fortes, et ça veut dire des collectivités territoriales porteurs de leur propre développement. Pour nous, c'est de dire qu'il faut institutionnaliser que le Sénégal puisse le faire l'année prochaine, mais en l'élargissant, en ouvrant à 2 ou 3 autres pays qui peuvent participer à l'exercice qui a été fait avec les autorités locales sénégalaises, les chercheurs maliens, les journalistes et communicants du Burkina Faso, qu'ils puissent tous participer à ce processus. Au terme de cette cérémonie riche en couleurs et en sonorités, le président du comité scientifique a présenté le mémorandum non sans insister sur quelques recommandations en direction des différentes catégories de candidats. Nous invitons le ministère à encourager les collectivités territoriales à nouer des partenariats avec le secteur privé et la coopération décentralisée, voir les opportunités offertes par l'intercommunalité. Cette option se présente de plus en plus comme une nécessité absolue pour le développement de nos collectivités. En direction de la presse, la spécialisation dans le domaine de la décentralisation leur permettrait de se familiariser davantage avec certains concepts et de pouvoir travailler avec certaines personnes ressources. Nous voulons, pour les chercheurs, adopter les collectivités territoriales comme cadre de recherche, de domaine d'application en rapport avec les différentes ressources existantes. Ces propos renseignent sur le sérieux et la qualité de l'exercice. Je constate pour m'en féliciter l'engouement des exécutifs locaux suite à une première édition réussie, à tout point de vue. D'ailleurs, l'évaluation qui en a été faite a démontré toute la pertinence de sa structuration et la vitalité de l'approche. À cet effet, je tiens d'emblée à remercier vivement et à féliciter chaleureusement l'ONG Enda Ecopop pour cette bonne initiative qui met en œuvre l'option du président de la République, M. Macky Sall, de faire de notre territoire
la clé de voûte de nos politiques publiques. Pour la troisième édition marquée par l'événement du COVID-19, une approche digitale a été notée, ce qui a fortement limité la chaleur humaine et les interactions cognitives. Pour assurer un suivi post-événement et un accompagnement des collectivités territoriales nominées, ENDA Ecopop a misé sur la coopération décentralisée avec l'Organisation du Forum économique du Sénégal en Belgique, présidée par l'ambassade du Sénégal en Belgique. Des moments forts de partage ont successivement eu lieu. ENDA Ecopop vient de réussir un coup de maître avec le soutien de tous ses partenaires. Au sortir du Grand Théâtre, un sentiment de satisfaction et de fierté était partagé par tous. À présent, tous les regards sont tournés vers la pédagogie de l'expérience dans le champ de la bonne gouvernance territoriale au service des communautés agissantes et pour le développement du capital humain. Le prix d'excellence du leadership local, c'est l'excellence territoriale. Voilà, donc ça, c'est les temps forts des 2 ou 3 premières éditions qui sont tenues au Sénégal. C'était juste pour vous donner un aperçu de comment ça va s'organiser, quand ça se tiendra, qu'est-ce que ça permettra aussi de mettre en interaction entre les différents acteurs. Je vais maintenant sur le planning de ce que nous lançons aujourd'hui. Notamment le prix d'excellence à l'échelle sous-régionale. Le lancement a commencé avec 2 mois depuis le 14 mars. Et nous avions effectivement dit qu'après que nous allions consacrer une demi-journée ou 2 heures de travail dans chacun des 8 pays de l'UEMOA. Et c'est vrai que depuis lors, nous continuons dans les différents pays. Aujourd'hui, nous sommes au Burkina. Une fois que le lancement est fait, donc la plateforme est accessible depuis le 14. Donc, tous ceux qui veulent commencer à soumettre leur candidature, à soumettre des bonnes pratiques, ils peuvent avoir accès à la plateforme qui est déjà ouverte et ils peuvent y poster les candidatures jusqu'au 12 juin. Donc, on a approximativement 2 mois pour documenter les bonnes pratiques et pour les mettre sur la plateforme comme candidature. Du 24 au 27, le comité scientifique va prendre toutes les soumissions qui sont faites pour faire l'évaluation. Donc, il y aura un premier travail de relecture de toutes les candidatures qui sont soumises, candidatures des collectivités territoriales, candidatures des journalistes, candidatures des chercheurs, par le comité scientifique pour évaluer tout ça et pour sélectionner les 5 meilleurs de chaque catégorie. Alors, le 30, nous allons publier la liste des nominés. Donc, comme je le disais, pour chaque catégorie, il y aura 5. Et pour les 6 catégories des collectivités, il y aura 5 pour chacune des catégories. Et donc, ça fera 30 approximativement pour les collectivités territoriales. Pour les journalistes et les chercheurs, nous aurons 3 pour chaque catégorie, 3 nominés pour chaque catégorie. Et donc, la liste sera publiée. Vous aurez la liste le 30 juin, après une évaluation du comité scientifique. Ensuite, pour les collectivités, nous allons faire l'évaluation citoyenne. C'est-à-dire que nous allons envoyer une équipe sur place qui va passer dans chacune des 30 collectivités nominées pour faire une évaluation avec les citoyens. Puisque, une chose est d'écrire, mais une autre chose est de savoir ce qui est écrit, ce qui est documenté, est-ce que ça traduit la réalité? Non, ne rigolez pas. Hein? on veut s'assurer que ce qui est mis sur le papier correspond à ce qui est fait sur le terrain. Donc, il y aura une équipe qui va passer pour faire une évaluation avec les citoyens. Et ensuite, du 15 au 19 juillet, se tiendra, alors là, il y a une erreur, hein, c'est le 30 juin, pas août, du 20 au 30 juillet. Ah non, il y a une erreur. Bon, on va regarder ces dates-là, puisqu'il y a... Donc, du 15 au 19, se tiendra la conférence d'apprentissage. Et dans cette conférence d'apprentissage, nous inviterons tous les nominés, les 5 nominés de chaque catégorie qui viendront pour partager leur expérience devant le comité scientifique et ça va être une présentation en public.
Ça permettra aux membres du comité scientifique de pouvoir poser des questions, mais ça permettra au grand public de voir aussi qu'est-ce qui a été fait par les autorités locales. Hein, donc, ça va être une présentation en public. Je reviendrai sur l'agenda et le planning de ces présentations-là. Et donc, des 5 qui sont nominés, le comité scientifique va sélectionner les 3 qui vont recevoir les trophées, premier prix, deuxième prix, troisième prix. Et cette remise des trophées se fera au cours du gala qui se tiendra à Cotonou le 10 août, coïncidant avec la Journée africaine de la décentralisation. Alors, pour accompagner ce processus, nous avons mis en place les instances qui vont accompagner. D'abord, le comité de pilotage, composé de 7 ou 8 personnes, avec le représentant du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, le président de l'OIDP, un ministère en charge des collectivités territoriales, un représentant des partenaires techniques et financiers travaillant sur la décentralisation, le secrétaire général de CGLU, Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, le président du comité scientifique et le secrétaire général de l'OIDP qui va assurer le secrétariat de ce comité de pilotage. Donc, voilà les 7 personnes ou les 7 institutions qui vont être dans le comité de pilotage. À côté, il y a également le comité scientifique composé d'une vingtaine de membres qui seront chargés d'appuyer le processus du prix d'excellence, évaluer les soumissions et rédiger le mémorandum. Et ce comité est composé le comité scientifique est composé de 2 représentants des ministères, c'est souvent les directions en charge de la décentralisation ou des collectivités territoriales, les 7 associations de pouvoirs locaux, donc même si les collectivités territoriales n'existent plus formellement au Burkina Faso, le représentant des associations de pouvoirs locaux, notamment le représentant de l'AMBF, le secrétaire exécutif, il va être dans le comité scientifique pour participer à l'évaluation. Il va évaluer pour les autres pays. 3 représentants des partenaires techniques et financiers, 3 représentants des universités et des think tanks africains, et 5 experts et représentants de la société civile. Voilà les 20 membres qui vont constituer le comité scientifique. Alors, pour le comité scientifique, la présidence du comité scientifique a été donnée à Dr Ousmane Sy. Pour le profil qu'il a présenté, Dr Ousmane Sy a été élu local au Mali de 2008 à 2016. Il a été secrétaire général de la présidence de la République du Mali de 2012 à 2013. Il a été ministre de la décentralisation de 2013 à 2014. Il est expert des Nations Unies, expert de l'Union africaine, et j'en ai oublié, expert également de la Banque mondiale, puisqu'il a conduit beaucoup de missions de la Banque mondiale sur la décentralisation. Et présentement, il dirige le Centre d'expertise politique et institutionnelle en Afrique, le CEPIA, et il est originaire du Mali. Donc, c'est lui qui va assurer la présidence du comité scientifique. Et en tant que président du comité scientifique, il va également participer aux travaux du comité de pilotage, puisque c'est lui qui va rapporter au comité de pilotage les résultats de l'évaluation faite par le comité scientifique. Alors, la plateforme de soumission, je pense que c'est important que vous preniez une photo pour tous ceux qui veulent soumettre. Voilà le lien pour accéder à la plateforme. Et quand vous y êtes, vous verrez qu'il y a 3 boxes. Box bleu, c'est pour les collectivités territoriales. Box vert, si vous cliquez là-dessus, ça va vous amener à la soumission pour les journalistes et communicants. Et box rouge, pour les universitaires et les chercheurs, si vous cliquez dessus, ça va vous mener à la fiche qui vous permet, avec les questionnaires, qui vous permet de soumettre une candidature pour les chercheurs et pour les chercheurs et les universitaires. Alors, le deadline de la soumission, c'est le 12 juin. Je le rappelle encore, puisque je sais que, en bon africain, nous allons toujours attendre le 11 juin pour commencer à soumettre, ou même, le 12 à 1 heure de la fermeture de la plateforme pour soumettre. Je vous encourage vraiment à soumettre dès à présent. La plateforme est faite de sorte que vous pouvez soumettre, enregistrer et revenir travailler sur le draft et compléter. Je vous encourage à soumettre dès à présent.
Si vous voulez modifier, vous pouvez aller dans la plateforme et modifier. N'attendez pas la dernière minute pour soumettre. Si vous le faites, bon, avec l'embouteillage qu'il va y avoir, vous risquez d'être bloqué et de ne pas pouvoir soumettre. Donc, voilà, le deadline, c'est le 12. Et les critères d'évaluation pour sélectionner, c'est les fiches de candidature qui seront soumises sur la plateforme. Ils auront un poids de 40%. Donc, c'est important de soigner ces présentations qui seront faites sur la plateforme. Vous allez voir un questionnaire que vous pourrez instruire au fur et à mesure. Il y a des questions qui vont vous être posées et vous devez les instruire. Et cette soumission a un poids de 40%. Et je rappelle que ces candidatures seront évaluées par le comité scientifique. 40%. Alors, nous aurons également la présentation en public au cours des conférences d'apprentissage. À chaque nominé, nous allons donner 15 minutes pour qu'il présente ce qu'il a documenté dans sa fiche, ou ce qu'il a documenté comme projet de recherche, ou ce qu'il a présenté comme papier scientifique, ou ce qu'il a présenté comme documentaire ou comme article de presse. 15 minutes. Cette présentation aura un poids de 30%. Pour les collectivités territoriales, l'évaluation citoyenne a un poids de 25%. La parole des citoyens a un poids de 25%. Et enfin, comme on l'a dit, les présentations seront retransmises en direct sur les réseaux sociaux et suivies à travers le monde. Et donc, les citoyens qui vont écouter ont également la possibilité de voter par SMS et ces votes auront un poids de 5%. Évidemment, le coefficient est très petit puisqu'on sait qu'il y a une dose un peu de subjectivité avec le vote affectif. C'est pour cela que le coefficient n'est pas très élevé. Mais bon, pour nous, c'est une manière d'intéresser le public à ce qui se fait. C'est aussi une manière de pousser les autorités locales et les journalistes et autres chercheurs à se rendre compte que bon, ce qu'ils sont en train de faire intéresse la communauté dans laquelle ils sont. Les temps forts. À partir de maintenant, quels vont être les temps forts? Il y a le lancement qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et pour ce lancement-là, à partir d'aujourd'hui, il faut vous rendre compte que vous avez la possibilité d'avoir un support en ligne pour les soumissions que vous allez faire. Ce support en ligne peut se faire par appel. Nous vous donnons le numéro de téléphone par lequel vous pouvez appeler. Et dès que vous appelez, quelqu'un décrochera pour répondre à vos questions. Et les appels devront se faire de 10h à 16h, du lundi au vendredi, les jours ouvrables. Ou alors, vous avez la possibilité de laisser un message vocal, puisque c'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez le faire tous les jours et à chaque heure. Et nous allons, dans un délai de 24 heures, répondre aux messages vocaux qui seront là. Et vous avez également la possibilité de lancer un SMS écrit, un message écrit. Et là aussi, nous allons répondre au bout dans les 24 heures qui suivent. Et je rappelle pour une troisième fois que la clôture est prévue le 12 juin. Je le fais pour encourager les gens à soumettre dès à présent et ne pas attendre la dernière minute. Deuxième temps fort, ça va être la conférence d'apprentissage. Ça se tiendra du 15 au 19 juillet. Et cette conférence d'apprentissage sera retransmise en direct sur la télé de ENDA, mais également sur les réseaux sociaux, les pages Facebook et YouTube des différentes institutions, le CCT, UEMOA, CGLU, ENDA, ECOPOP, l'OIDP. Sinon, ça sera retransmis en Zoom, comme on est en train de le faire aujourd'hui, sous forme de webinaire. Il y aura 8 tables de conférences, 6 qui seront réservées aux collectivités territoriales, autour des 6 catégories que j'ai dit pour les collectivités territoriales, une table de conférence pour les journalistes et une table de conférence pour les universitaires. Alors, le planning pour le passage, nous prévoyons pour chaque table de conférence 2h30. Donc, pour le premier jour, participation pour la catégorie participation et engagement citoyen, nous prévoyons 2 heures le matin et dans l'après-midi, 2h30 également pour la catégorie transparence et redevabilité. Deuxième jour, 2h30 pour la catégorie inclusion, égalité et équité. Et l'après-midi, une table de conférence prévue pour l'efficacité et l'efficience budgétaire. Troisième jour, la catégorie solidarité avec les communautés. 2 heures pour permettre aux autorités locales de présenter ce qu'ils ont et permettre également au comité scientifique de poser des questions. Et dans l'après-midi, nous avons également 2h30 pour la catégorie territorialisation des politiques publiques et agenda internationaux.
Pour la 4e journée, nous aurons 2h30 consacrées aux universitaires, notamment les doctorants et les chercheurs, hein, qui également auront 15 minutes pour présenter les projets de recherche et 15 minutes également pour les chercheurs confirmés, entre guillemets, bien sûr, pour qu'ils présentent leurs papiers scientifiques. Et enfin, dans l'après-midi, nous avons également 2h30 pour écouter les journalistes et les communicants présenter les cas, les soumissions qu'ils ont proposées et qui ont été nominés. Donc là, ces 4 jours sont consacrés aux nominés. De chaque catégorie, ils auront un temps pour présenter et souvenez-vous que cette présentation a un poids de 30%. Alors, autre temps fort, ça va être le gala de remise des trophées qui se tiendra à Cotonou le 10 août. C'est à la clôture du 5e Forum international de la démocratie participative que l'Observatoire organise à Cotonou cette année, et au cours duquel tous ceux qui vont recevoir les 3 primés de chaque catégorie seront invités à participer à la conférence, au Forum international à Cotonou, et pour recevoir les prix, premier prix, deuxième prix, troisième prix. C'est au Grand Théâtre National de Dakar qu'a eu lieu la cérémonie de remise de trophée de la 5e édition du prix d'excellence du leadership local, PELL. Sur les 156 soumissions, 18 collectivités territoriales, 2 journalistes communicants, 2 chercheurs et 1 citoyen modèle transformateur ont été décorés. C'est véritablement un sentiment de fierté parce que ça consacre un travail d'équipe. Parce que, comme on dit, une production, ce n'est pas une personne, c'est toute une chaîne. Et franchement, en faisant le film il y a, disons, 1 an et demi, je ne pensais pas en arriver là. C'était juste quelque chose que j'avais tourné. Enfin, c'était une trilogie d'ailleurs, parce que ce n'est pas que ce film. Il y a eu 2 autres que j'ai tournés dans la zone de Matam. Et c'était en prélude à la tournée du président, la tournée économique qu'il devait organiser à Matam. Mais bon, vous voyez, comme on dit, il faut toujours s'investir à fond dans ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas les retombées qui peuvent en découler. Un sentiment de satisfaction, d'encouragement à l'endroit d'un édile qui a été élu par les populations et qui se voit primé parmi 159 maires qui avaient soumissionné, d'être déjà, de faire partie des 5 meilleurs, ensuite des 3 meilleurs, ensuite d'être le premier prix, de gagner le premier prix. L'objectif de Enda Ecopop est de primer l'excellence, l'innovation et la gouvernance territoriale. C'est dans cette lancée que différentes thématiques ont été proposées par les candidats. Le film s'appelle Toubé, une fromagerie en devenir. Les habitants de Toubé ont un grand cheptel de vaches, ce qui fait que, surtout pendant l'hivernage, ils se retrouvaient avec de grosses quantités de lait et qu'ils étaient obligés de redonner au bétail ou bien ils déversaient ça par terre. Mais depuis qu'ils ont reçu la formation d'un groupe de sœurs franciscaines qui est venu, les initier à la transformation de lait en fromage avec quelques éléments très accessibles, à savoir du citron et du sel. Depuis lors, ils ont commencé à transformer ce lait-là en fromage, un fromage vraiment fait maison, qui remplace les condiments tels que le poisson et la viande dans leur cuisine et qui est aussi servi aux enfants comme goûter ou comme amuse-bouche. La cérémonie s'est terminée après la remise des trophées, accompagnée de la projection de documentaire sur Dounbaba Dieye, un village de Saint-Louis dans le nord du Sénégal qui a disparu à cause du changement climatique. Enda Ecopop donne rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé au Sénégal, la cérémonie de remise des trophées, et c'est l'équivalent de cet événement-là qui va se tenir à Cotonou le 10 août. Alors, quel avantage du prix? D'abord, c'est la remise du prix en public, la reconnaissance par les pairs, mais également la reconnaissance par la communauté nationale et sous-régionale et internationale. Et le prix sera remis par une autorité ou le parrain. Ça donne une visibilité internationale et nous prévoyons pour les collectivités un accompagnement d'1 an à la coopération décentralisée, au partenariat public-privé, à la mise en réseau avec des investisseurs étrangers. Et nous sommes également en discussion avec des guichets pour qu'ils peuvent mobiliser des ressources. Et si c'est le cas, nous pourrons en ce moment les inviter qu'ils viennent remettre et ensuite le montant financier qui est mobilisé auprès de ces partenaires-là seront également remis aux récipiendaires.
Alors bon, ça, c'est pour les collectivités. Je vais passer rapidement là-dessus. Là, c'est l'accompagnement qu'on a fait pour les collectivités territoriales sénégalaises que nous avons accompagné par la suite en organisant le Forum économique des territoires en France, où nous avons amené les 30 maires en coopération. Pendant une semaine, ils ont rencontré la diaspora, ils ont rencontré les investisseurs privés, ils ont rencontré d'autres maires pour la coopération décentralisée. Ils ont également rencontré des programmes de coopération étatique et coopération multilatérale, notamment l'Association des maires, l'Association des régions, l'Agence nationale de cohésion, le programme de PAGOF, qui est d'ailleurs actif au Burkina Faso, partenaire pour le gouvernement ouvert, l'Union européenne, etc., etc. Je vais m'arrêter là et s'il y a des questions, je pourrais revenir pour apporter les réponses. Donc, pour tous ceux qui veulent prendre la parole pour poser des questions, vous avez la possibilité de le faire en cliquant sur le bouton où il y a réaction. En appuyant là-dessus, vous pouvez faire lever la main et je vous donnerai la parole pour poser votre question. Donc, la parole est à qui la veut pour les questions. Alors, je donne la parole à Lamien. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. OK. Merci beaucoup, M. Kanouté. Et je rejoins mon compatriote qui m'a dévancé pour vous réitérer les remerciements du Burkina Faso. Et je pense que là, c'est vraiment l'application de la solidarité africaine. Absolument. Et ça nous touche beaucoup. Moi, ma question, je suis Adiza Lamien Newando. Je suis présidente fondatrice d'une association qui s'appelle Negabono. Dans la langue locale, c'est notre bien commun. Et nous travaillons sur les collectivités territoriales. Et je voudrais savoir si pour le prochain prix, vous n'allez pas prendre en compte les organisations de la société civile pour ajouter un quatrième acteur. Parce que le travail que font les organisations de la société civile en termes de renforcement de capacité, en termes de mettre les collectivités ensemble, même si c'est de manière informelle parfois, pour des échanges de bonnes pratiques, ou mettre à disposition des documents, ou encore appuyer d'autres associations qui sont basées dans des collectivités territoriales pour leur permettre d'être des partenaires de ces collectivités, parce que nous sommes basés à Ouagadougou, mais nous avons par exemple un partenariat avec la commune, des associations dans la commune de Rio qui sont très actives et nous les conseillons par exemple pour que leur plan de développement, leur rapport d'activité soit envoyé à la mairie, que les élus locaux soient impliqués dans leurs activités. Donc, c'est au regard de tout cela que je demande, je fais un plaidoyer pour la prochaine édition. Ensuite, au niveau de l'inclusion, par rapport au contexte de notre pays, le Burkina Faso, je voudrais ajouter les personnes déplacées internes. Absolument. Voilà, parce que c'est des personnes vraiment qui constituent un pourcentage important de la population, et aussi les personnes âgées. Peut-être que votre liste n'était pas exhaustive, et vous avez parlé des femmes, des enfants, mais il y a aussi les personnes âgées, parce que de plus en plus, les associations de retraités donnent de la voix, parce que cette catégorie-là est exclue de pas mal de programmes. Et quand je dis les personnes âgées, ce n'est pas seulement les retraités, fonctionnaires, mais aussi la majorité des personnes âgées qui habitent les collectivités territoriales. Je vous remercie. Merci Adiza pour cette question. Je reviendrai là-dessus. Je ne sais pas s'il y a une autre question avant de répondre. Oui, Issoufou. Ok, merci bien. Merci également pour cette opportunité que vous offrez, en tout cas au Burkina également. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, par exemple, les collectivités territoriales actuellement qui existent sous forme de délégations spéciales,
est-ce que ces acteurs qui ont également des pratiques, est-ce que ces acteurs sont autorisés à participer à cette édition-là? Parce que nous travaillons beaucoup avec les collectivités territoriales. Moi, je suis du MATDS, du ministère en charge de la mission territoriale, de voir est-ce que les délégations spéciales, ils travaillent toujours comme les collectivités élues, hein. C'est parce que, bon, ici, il y a une délégation qui est au-dessus. Sinon, la mairie est là, la mairie est fonctionnelle avec les différents agents. Voilà, mais c'est maintenant que c'est le préfet maintenant qui joue le rôle de maire, quoi. Est-ce qu'ils peuvent vraiment participer aux différentes actions? Et maintenant aussi, pour les chercheurs, vous avez parlé un peu de chercheurs confirmés. Je ne sais pas comment on se positionne par rapport à ça, parce que moi, je suis intéressé par la production d'articles scientifiques, parce que j'en ai déjà fait, et quelques articles également sur le budget participatif même. C'est de voir est-ce que c'est jusqu'à quel niveau, par exemple, on parle de chercheurs qu'il faut forcément avoir la thèse, ou bien est-ce qu'il y a un certain nombre de critères? Merci. Merci Issoufou pour ces questions importantes sur lesquelles je reviendrai. Je donne la parole à Romain de Deuxier. Je sais Bonjour pas à si tous. il est toujours là-bas. C'est vraiment un ami avec qui j'avais coopéré par le passé. Ça fait assez Est-ce que longtemps. j'ai pas bien saisi le nom? Non, Vous demandez bon, j'ai demandé quelqu'un avec qui j'avais collaboré par le passé qui travaillait à Deuxier. Il a enseigné là-bas. Ok, Il est. ok, d'accord. Alors, donc, merci beaucoup pour la brillante présentation. Et moi, je suis Romain, chargé d'accompagnement en leadership transformationnel. Et alors, nous sommes beaucoup plus intéressés par la participation et engagement citoyen parce que là, nous avons des activités avec les étudiants, mais il se trouve que ce sont des étudiants de la première à la licence. Et on les accompagne vraiment à faire beaucoup d'activités au sein des communautés parce que l'objectif vraiment, c'est que chaque étudiant soit vraiment un ambassadeur et de changement et de transformation. Alors, donc, je voudrais savoir, comme vous parlez beaucoup plus de doctorants et puis de chercheurs confirmés comme M. El Boudo l'a dit, et des universitaires. Alors, est-ce que les étudiants de la première à licence peuvent participer à ces activités? Et parce que c'est là où nous sommes beaucoup plus intéressés pour postuler, surtout sur la question de participation et engagement citoyen. Merci, c'est noté la question. Peut-être que je vais tenter une réponse à cette première série de questions. Déjà, merci pour votre question. Merci également pour les encouragements. Alors, la question de la participation de la société civile, c'est vrai que dans plusieurs pays où nous avons fait la présentation, les gens nous ont interpellés là-dessus. Je peux promettre, puisque pour cette année, je pense que c'est difficile, mais je peux promettre que pour l'année 2025, puisqu'on va avoir l'édition continentale, et ça se tiendra au Caire. C'est au Caire, Khadim, dis-moi, c'est Caire, non? Avec CGLU? Oui, c'est bien Oui, Caire. c'est ça. Avec, Bien au Caire. après, Donc, la remise des trophées se fera au mois de novembre 2025 au Caire. Je promets que pour l'année 2025, la société civile participera. En fait, c'est une question qui n'est pas simple. Nous l'avons tenté ici au Sénégal et il y a toute une complexité derrière. Et bon, comme c'est une première édition pour l'échelle continentale, nous n'avons pas voulu transférer cette complexité à l'échelle sous-régionale. Nous avons voulu commencer par les trois qui sont les plus connus et bien délimités avant de tenter ou d'approfondir la réflexion pour avoir la société civile pour l'année prochaine à l'édition continentale. Donc, merci, on promet l'année prochaine, 2025, la société civile sera présente, comme ça a été le cas pour la 5e édition du prix d'excellence au Sénégal. On les a appelés les citoyens modèles et transformateurs. Un a été primé puisqu'il travaillait dans une île qui faisait face au changement climatique, à l'érosion côtière, et donc il a été primé. Alors, les personnes, c'est vrai que quand on dit groupe vulnérable, bon, je n'ai pas été exhaustif, vous avez parfaitement raison. Les personnes âgées en font partie.
Les déplacés en font partie, les réfugiés en font partie. Et quand je dis déplacés, ça peut être des déplacés pour des raisons de conflit, comme ça peut être des déplacés pour des raisons climatiques. De plus en plus, dans plusieurs pays, aujourd'hui, on voit les réfugiés climatiques. On n'en parle pas. Donc, ils en font partie. Pour nous, tous ces acteurs font partie des groupes vulnérables pour lesquels il faut prêter une attention en les prenant dans la catégorie inclusion, égalité et équité ou dans la catégorie solidarité. Donc, Hadiza, j'espère que ça répond à la question. Alors, Issoufou, c'est vrai que pour le Burkina, bon, c'est un peu compliqué puisque d'une part, on veut primer ou nominer ou primer des autorités locales qui ont fait un travail effectif. Pour le cas du Burkina, on voit que c'est des délégations spéciales. Alors, on ne sait pas exactement quelle est la configuration de ces délégations spéciales-là. On ne sait pas pour combien de temps ils sont là encore, puisque peut-être que dans une semaine, ils peuvent disparaître. Peut-être qu'on peut aller vers des élections d'ici le mois d'août. Donc, c'est vraiment le fait qu'on n'a pas une totale maîtrise de l'existence de cette délégation spéciale qui fait qu'on n'a pas voulu l'ouvrir à la délégation spéciale. Mais je suis prêt encore à soumettre la question au comité de pilotage pour avoir l'avis politique là-dessus, pour savoir si les délégations spéciales au Burkina, pour le cas du Burkina, les délégations spéciales peuvent être prises en compte. Mais bon, la raison essentielle, c'est que bon, on n'a pas une totale maîtrise de ces délégations spéciales et surtout ce qu'ils vont documenter. Est-ce que c'est leur travail à eux ou est-ce que c'est le travail d'un maire qui était là, qui n'est plus là? Ou est-ce que c'est en le documentant au moment où on va remettre le trophée, ils seront encore là? Bon, c'est vraiment ça qui a fait qu'on ne les avait pas mis parmi les... Alors, pour les chercheurs, c'est vrai que pour nous, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont des doctorants. Je pense que ça permet également de répondre à la question de Romain. Il y a ceux qui sont des doctorants et donc qui officiellement doivent écrire un doctorat. Ils doivent faire une recherche pendant des années et ils doivent avoir un projet de recherche qui est soumis à des instances d'une université, puisque nous ne voulons pas nous substituer non plus aux universités. Hein, les universités, bon, je pense que dans leur progression, il y a les doctorants qui ont des projets de recherche qui sont soumis à un calendrier académique vraiment rigoureux. Et ensuite, il y a les articles scientifiques que les chercheurs peuvent publier dans des revues reconnues et qui leur permettent de progresser également. Donc, nous avons pris ces deux catégories-là pour vraiment respecter aussi l'université, pour ne pas sortir quelque chose qui soit en contradiction avec ce que les institutions universitaires font. Donc, les deux catégories, c'est les doctorants, ils ont des projets de recherche, soit qu'ils ont déjà entamé, soit qu'ils sont en train de dérouler, etc., et nous les recevons, ou alors c'est ceux qui ont déjà des doctorats et qui écrivent des articles scientifiques. Et ces articles scientifiques doivent être aussi publiés dans des revues spécialisées pour aussi être reconnus. Bon, dans tous les cas, ceux qui vont évaluer, c'est des professeurs d'université. Bon, dans le comité scientifique, il y a 3 ou 4 professeurs d'université qui vont évaluer et qui connaissent un peu comment ça fonctionne dans les milieux universitaires et qui ont aussi cette capacité, cette aptitude pour pouvoir apprécier les projets de recherche et apprécier. Bon, c'est valable également pour Romain. Bon, malheureusement, on n'a pas pu prendre en compte ceux qui ne sont pas en licence et autres. Hein, puisque pour nous, pour écrire un projet de recherche, vraiment arriver au niveau du doctorat, il faut passer différentes étapes et arriver à un niveau de doctorat pour pouvoir. Et donc là, il y a beaucoup d'écoles doctorales, je ne sais pas s'ils sont présents sur la plateforme. Et ces écoles doctorales, nous les invitons à inviter leurs étudiants à pouvoir soumettre des projets de recherche. Mais aussi, il y a les professeurs et les enseignants qui peuvent faire des articles scientifiques pour progresser un peu dans l'académie. Donc, voilà ce que je pourrais donner pour ces premières questions qui sont posées, en vous remerciant pour la prise de parole ou pour les questions. Si ce n'est pas clair, vous pourrez encore revenir pour des clarifications si nécessaire. Ou alors Khadim et l'équipe technique qui m'accompagne, s'il y a des choses que j'oublie, comme je commence à vieillir, s'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à le dire. Non, il n'y a pas de questions sur le chat, je pense.
pense que c'est bon pour l'instant. Question dans le chat. Mhm. Ah, bon, voilà. Ça sonne toujours au mauvais moment. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'arrêter? Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions et que vous avez des difficultés de connexion pour ouvrir vos micros et tout ça, je pense que vous Voilà, pouvez écrire sur le chat. exactement. C'est vrai, j'ai omis de le dire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main pour poser la question. Sinon, vous pouvez l'envoyer sur le chat aussi. Et là, on va le lire et apporter des réponses. Et pour ceux qui veulent lever la main, il y a le bouton réaction en bas de l'écran. Exact. C'est bon? Alors, nous sommes toujours disponibles. Vous avez la ligne de téléphone par laquelle vous pouvez nous appeler. N'hésitez pas, d'ici là, s'il y a des questions complémentaires, appelez. Il y aura toujours quelqu'un pour apporter des réponses. S'il n'y a pas de questions maintenant, nous nous acheminons vers la clôture du webinaire. Ah oui, il y a David qui lève la main. Ah non, David, c'est pour applaudir. Mais bon, tu peux réagir aussi, hein. Tu peux réagir puisqu'on va vers la clôture, David. D'accord. Donc, grand merci pour, en tout cas, cette présentation qui clarifie le lancement, les éléments pour le prix qui est lancé. Et pour moi, c'est dire encore un grand merci pour l'ensemble des acteurs, des participants à cette première session. Ce que je souhaite, c'est que le monde universitaire et puis les médias se mobilisent. C'est vrai que au niveau collectivité, on n'aura pas de participants, mais je sais qu'il y a beaucoup d'universités, de doctorants qui travaillent sur ces thématiques. C'est de les inciter à ne pas hésiter du tout à participer. À notre niveau, au niveau de Burkina, ici, en tant que représentant de l'UDP, on fera aussi une autre émission pour essayer de diffuser davantage dans ce milieu universitaire et auprès des journalistes pour que, en tout cas, on puisse participer pleinement avec tout ce qui est fait comme innovation, tout ce qui est fait comme recherche sur les différentes thématiques, quitte à ce que ça ne soit pas porté par des élus, mais que les médias et les chercheurs puissent encore être des porteurs de voix de ces communautés qui ont développé ces initiatives. Voilà. Grand merci à tout le monde. Voilà. Et merci encore à l'équipe de l'UDP. Merci David pour ces mots. Effectivement, David peut continuer à amplifier ce message qu'on vient de passer. Et ce que nous avons fait est également enregistré. Il sera accessible sur les réseaux sociaux. Et si vous avez besoin de compléments d'information ou si vous avez besoin de le diffuser à des participants qui auraient dû être là mais qui n'ont pas pu le faire, vous pouvez leur transmettre le lien pour qu'ils puissent suivre ce qui a été présenté. Il me reste à vous. Alors, nous avons également, vous pouvez scanner le QR code pour l'observatoire, il est là, et avoir accès à toutes les informations pour l'observatoire et avoir accès également au film qui a été enregistré et qui sera accessible. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation, pour la prise de parole, pour les questions. Ça, c'est une première chose. Donc, un grand merci à vous. C'était pour le Burkina Faso. Nous avons eu le plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Avant de nous quitter, on va juste activer les caméras pour faire une photo avant de clôturer définitivement la session. Donc, activez vos caméras maintenant pour ceux qui le peuvent et qu'on puisse faire la photo de famille. Parfait. Merci, David. Docteur Assoni Soma. Peut-être qu'il n'est pas là. Alors, Sanou Abdraman.
C'est activé. Bon, sinon, Khadim, tu peux prendre les photos et ensuite, un grand merci à vous tous pour votre participation à cette session qui est à présent clôturée. Donc, nous restons disponibles pour avancer avec vous dans les questions que vous avez et apporter des réponses dans la mesure du possible. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci, professeur. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.